Bonjour à tous. Nous nous retrouvons sur ce plateau de la vie des diocèses pour faire le point cette semaine sur l'actualité dans le diocèse de Metz et évoquer avec Monseigneur Laglaise les défis de la mission aujourd'hui. La Moselle, c'est plus d'1 million d'habitants, un territoire régi par le Concordat comme en Alsace. Monseigneur Laglaise, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors bien sûr, pour vos premières visites pastorales, eh bien, vous êtes lancé. Vous avez choisi un thème, le développement de la catéchèse en Moselle. Vous allez nous expliquer pourquoi au cours de cette émission. Nous vous ferons réagir également à un projet dont on entend parler, celui de ne plus rendre obligatoire l'enseignement religieux à l'école. Ce serait la volonté du gouvernement. On va vous faire réagir aussi là-dessus. Et puis, on a bien en tête la lettre pastorale de 2014, peu de temps après votre arrivée, où vous évoquiez cet état permanent de mission. Bien sûr, on va revenir très largement avec vous sur la vision, votre vision de l'évangélisation en Moselle aujourd'hui. Mais peut-être pour commencer, je vous propose d'inviter nos téléspectateurs à redécouvrir votre cathédrale, la cathédrale Saint-Étienne de Metz. C'est l'une des plus vastes et les plus hautes de France, au cœur de la ville. Elle impressionne avec ses 6500 mètres carrés de vitraux lors de la nuit des cathédrales. Et bien, le 21 mai dernier, notre journaliste Olivier François a retrouvé Christophe Bergossi. C'est le maître de chapelle de la cathédrale. Christophe Bergossi se prépare pour le concert qu'il va donner tout à l'heure. Son trio sera l'avant-dernier concert de la soirée. Maître de chapelle à la cathédrale de Metz, il fait partie de ceux qui ont organisé cette nuit des cathédrales. Passionné de musique, il se réjouit de la diversité musicale choisie pour cet événement. Chaque ensemble choisit un répertoire qui est propre à son répertoire, et ce qui permet aussi d'entendre de la musique profane. C'est ce mélange de timbres, de couleurs qui viennent d'instruments pas habituels qui donne un peu cette magie à cette soirée. Un programme effectivement éclectique. Les spectateurs auront entendu tour à tour les bandes-sons de différents films, suivis d'œuvres baroques créées il y a déjà plusieurs siècles. Différentes chorales se produisent en commençant par les plus petits, pour finir par les seniors. La Moselle recèle plusieurs chorales qui totalisent plus d'1 millier de personnes. Metz est la ville où le chant grégorien trouve ses origines. La particularité est de l'entendre chanter par des enfants. On a toujours, avec la maîtrise de Metz, souhaité inviter des chœurs d'enfants. C'est aussi pour habituer les gens à entendre des chœurs d'enfants, parce que, évidemment, dans les chorales, on parle de chorales vieillissantes, mais il existe encore des maîtrises, ou en tout cas des écoles maîtrisiennes qui font travailler le répertoire liturgique aux enfants. C'est aussi une musique qui, vocalement, est très intéressante pour travailler aussi la voix des enfants. L'enjeu n'est pas seulement musical. L'événement permet aussi aux néophytes de découvrir des lieux chrétiens bâtis il y a plusieurs années et toujours utilisés aujourd'hui. On a commencé à construire cette cathédrale au XIIIe siècle et on a continué et on continue. Donc encore, on a des vitraux du XXe siècle et je crois savoir qu'on est en train d'envisager encore de faire venir un créateur qui nous créera quelque chose de contemporain pour des vitraux. Pour dire que nous ne sommes pas un musée, mais nous sommes un lieu vivant où il y a des choses anciennes. Une nuit des cathédrales qui rencontre un succès considérable puisque plus de 30 cathédrales en France participaient à sa 8e édition. La cathédrale Saint-Étienne demeure une éloquente manifestation du salut pour les habitants de cette région. C'est ce que Jean-Paul II avait dit lorsqu'il était venu. Voilà, donc Jean-Paul II nous a fait l'honneur de célébrer à la cathédrale de Metz. Lors de sa venue, il avait fait donc une partie de l'Est de la France, Strasbourg, Nancy et Metz. Je pense que pour les Messins, la venue de Jean-Paul II est restée un moment important. D'une part, on le signale par une plaque dans la cathédrale, et puis la place qui est devant la cathédrale est la place Jean-Paul II. Alors cette cathédrale, Jean-Paul II le disait, Saint Jean-Paul II, elle atteste de la foi catholique des chrétiens qui ont fait corps autour d'elle au milieu des turbulences de l'histoire, autant hier qu'aujourd'hui au fond. Oui, alors quand nous arrivons en Moselle, on va dire en Alsace-Moselle, très rapidement, on mesure l'importance de l'histoire à travers les grandes heures de Metz, de l'Alsace, de la Lorraine, et puis les périodes très douloureuses qui ont ponctué l'histoire des guerres. On parle encore de la guerre de 30 ans et des destructions des églises. Ensuite, bien sûr, les périodes des annexions allemandes.
Donc la cathédrale demeure l'un des lieux phares, l'un des repères importants pour les Messins et aussi pour les Mosellans. En témoigne la procession du 15 août, qui rassemble des personnes là, de tout le département. Et ce rapport à l'histoire, ce rapport à la foi, il se vit aussi, j'allais dire, dans le cœur des hommes, pas seulement dans les pierres? Ah, je suis témoin qu'il se vit aussi dans le cœur des hommes et des femmes, bien sûr. Hein. Il y a encore un enracinement chrétien fort, pas simplement d'ailleurs pour la vie ecclésiale, mais dans l'engagement de la cité, que ce soit chez certains élus, des personnes engagées dans la vie associative, dans tout ce qui est caritatif. Monseigneur, je voudrais vous faire réagir, je l'évoquais en début d'émission, à ce projet qui pourrait prendre la forme d'une circulaire de la part du gouvernement pour cesser de rendre obligatoire l'enseignement religieux à l'école. C'est une disposition pourtant du Concordat, hein, dont dépend Alors encore c'est une l'Alsace et la Moselle. disposition du droit local qui semble une revendication extrêmement curieuse, dans la mesure où depuis des lustres, tout enfant peut être exempté du cours obligatoire d'enseignement religieux, qu'il soit catholique, protestant ou juif, puisqu'il y a un système actuel de dérogation qui fonctionne depuis très longtemps. Alors pourquoi on veut toucher à ça aujourd'hui? Sans doute qu'il y a des questions d'une laïcité revendicative qui veut manifester comme une exclusion de tout enseignement religieux du système scolaire pour tenter un égalitarisme dans la République française, que tous les petits-enfants de primaire aient le même nombre d'heures. Donc nous tenons. Là, nous sommes d'accord, les autorités religieuses des cultes reconnus par le Concordat, donc je le rappelle, les catholiques, les protestants et les juifs, nous tenons à maintenir dans le temps scolaire obligatoire l'heure d'enseignement religieux. Il ne faut pas oublier qu'en Moselle, c'est quasiment 50 000 enfants catholiques qui suivent chaque semaine l'heure d'enseignement religieux, et c'est 400 intervenants en enseignement religieux qui assurent les cours et qui ont la formation requise. Donc ce n'est pas une affaire qui touche que quelques centaines ou milliers de personnes. C'est vraiment, d'autre part, il faut reconnaître que dans les 3 départements concordataires, donc la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, il y a un attachement profond des populations au droit local, qui est quand même le respect des périodes de l'histoire qui ont été douloureuses pour ces populations. Quand vous dites vous tenez à ce que cela demeure, c'est-à-dire que vous opposeriez à un projet concret Donc du gouvernement actuellement, au sujet? nous sommes dans des phases de consultation à la demande du gouvernement, des consultations larges, entre autres des autorités religieuses. Nous avons donc une rencontre encore la semaine dernière, une rencontre traditionnelle chaque année des autorités académiques et des autorités religieuses, et nous avons rappelé que nous tenions à maintenir cette heure dans le temps obligatoire d'enseignement, avec le système donc est-ce que votre enfant souhaite ou ne souhaite pas suivre un enseignement religieux, qu'il soit catholique, protestant ou juif. Qu'est-ce que vous attendez, Monseigneur, des responsables politiques locaux, qu'ils se mobilisent pour maintenir cette heure d'enseignement religieux hebdomadaire? Il nous semble aux autorités religieuses que la majorité des parlementaires et des autorités politiques tiennent à ce particularisme qui ne concerne pas que l'enseignement religieux, qui concerne beaucoup d'autres domaines de la vie quotidienne des Alsaciens et des Mosellans. Donc là, il me semble qu'il y a un appui de la majorité des parlementaires. J'ai été amené à en rencontrer déjà quelques-uns. En Alsace, ils font la même chose. L'an dernier, j'avais invité les parlementaires, sénateurs et députés de Moselle pour une rencontre, pour faire connaissance, et qu'ils me disent un peu comment ils saisissaient aussi le département. Et là, nous avons perçu aussi leur attachement au statut local, au droit local. Donc vous êtes prêt à vous battre sur le sujet? Nous ferons ce que nous avons à faire pour ce plus. C'est quand même... Moi qui suis un Français de l'intérieur, près du diocèse de Bourges, donc on ne peut pas être plus au centre, ensuite évêque dans la Drôme, je découvre cette réalité d'un diocèse concordataire, c'est un plus.
et les petits Alsaciens et les petits Mosellans ne sont pas plus doués ou ignares que les autres petits Français parce qu'ils ont une heure d'enseignement religieux. Au contraire. Je crois qu'il faut souligner que du côté de nombreux chefs d'établissement, que de nombreux élus, de maires, entre autres après la période des attentats, on veut la fraternité, le lien social, le bien commun, eh bien on reconnaît que cet enseignement religieux, qui est dispensé à ceux qui veulent le suivre, permet justement, par le dialogue, par la connaissance mutuelle, un vivre ensemble et aussi une structuration de la personne qui inclut cette dimension spirituelle. Monseigneur, vous avez engagé des visites pastorales, je le rappelais, avec pour thème le développement de la catéchèse, parce que de fait, l'enseignement religieux à l'école dont on parlait à l'instant, cela ne suffit pas à transmettre la foi. Avant de vous faire développer sur ce sujet, je vous propose d'écouter le père Jean-Christophe Meyer, le vicaire général, qui est en poste en fonction depuis 2 ans et qui revient sur justement ces enjeux de l'éducation et de la catéchèse. Les Alsaciens mosellans sont pleinement français, sont bien attachés à la France. Je crois qu'après la guerre, au retour à la France, après la Première Guerre mondiale, il y avait vraiment un attachement très fort à la France et qui n'a jamais fait défaut dans l'histoire. Ce sont des gens fidèles. Il y a un droit local, un concordat qui est lié à l'histoire et qui n'est pas toujours compris au niveau national. Notre patrie, la France, doit comprendre aussi qu'il peut y avoir des différences qui ne nuisent pas à l'unité, qui ne nuisent pas à l'attachement profond des Alsaciens mosellans, qui ne nuisent en rien aux grandes valeurs de la République. Voilà, la réaction du vicaire général de votre diocèse sur le sujet. D'un des vicaires généraux, parce que j'en ai 2, l'étendue du diocèse. On sent que c'est un sujet sensible. C'est un sujet très très sensible qui touche. C'est quand même une région qui a été blessée, entre autres par les grands conflits du XXe siècle. Il y a quelques jours, le chef de l'État et la chancelière allemande étaient à Verdun. Enfin, Verdun, c'est 60 km de Metz. J'étais ces jours-ci aux commémorations en Moselle d'un camp nazi où l'on a interné 320 000 prisonniers ukrainiens et russes, dont la plupart sont morts là. Donc il y a des blessures très profondes et un attachement à la France. Et tous ces coups de boutoir et autres réveillent, appuient sur des cicatrices et risquent de créer un espèce de rejet qui peut se traduire d'une manière grave par les urnes. Monseigneur, vous avez engagé des visites pastorales, je le disais, sur le développement de la catéchèse. Ça vient en complément de cet enseignement religieux à l'école ? Oui, alors la catéchèse, mettons la préparation à la première communion, à la confirmation, se fait en dehors du temps de l'heure d'enseignement religieux. Alors effectivement, ça a été plus large, les visites pastorales. Mon prédécesseur, Monseigneur Raffin, avait promulgué un projet global de catéchèse qui avait des échéances, et 2016 arrivait à l'une des échéances. Donc j'ai souhaité, en plus, mon passé fait que la catéchèse a tenu une grande place dans ma vie de prêtre et d'évêque. Je souhaitais un petit peu voir où l'on en était. Le projet global, il date de quelle année ? 2011, oui, 2011. En arrivant, donc, je suis nommé et installé en novembre 2013. Je souhaitais, cela me permettait de faire une évaluation de la mise en œuvre, des axes que je reprenais du projet global dans ma lettre pastorale d'octobre 2014, et ça me permettait de faire un tour aussi du diocèse d'une manière un peu systématique des archiprêtrés. Sachant que j'ai pris l'option, comme un certain nombre d'évêques actuellement, de ne plus faire des visites pastorales globales où on veut tout montrer à l'évêque en 5-6 jours, mais plutôt de prendre une thématique particulière et d'aller un peu plus au fond des choses. Alors, quelles sont vos observations ? Vous avez, j'imagine, beaucoup de rencontres Alors, donc, le matin, elles étaient organisées de la manière suivante. Le matin, rencontre avec prêtres, animateurs laïcants pastoral et les diacres, là où il y en a. Donc, avec 10 points d'attention où ils en étaient, de la mise en œuvre de différents aspects de la proposition de la foi, de l'annonce de la foi. Ensuite, l'après-midi, une visite d'une réalité culturelle, économique. Il y a eu des moments très, très curieux et sympathiques. Vous pensez à quoi ? Je pense à des visites de fermes bio, je pense à
de certaines visites des grosses usines de mécanique automobile, La vie avec des économique, prototypes, tout ça. Souvent, j'ai rencontré les élus qui souhaitaient aussi... et là aussi, le régime concordataire fait que c'est naturel. Il y a une espèce voilà, d'osmose qui se fait. Une Eucharistie ouverte à tous, oui, où parfois j'étais très surpris du monde qu'il y a eu, de présence aussi des élus, des chorales, on en a parlé. Et le soir, avec les EAP de l'archiprêtrait, d'entendre aussi ces laïcs qui portent une part de la charge pastorale, comment ils se saisissaient aussi de cette question de l'annonce et proposition de la foi. Et quel est l'enjeu pour vous et quel est en gros le paysage aujourd'hui que vous percevez Quel est l'enjeu? L'un des enjeux, c'est que la Moselle a bénéficié par l'enseignement religieux, par, je dirais, une vie de mouvement et autres, d'une structuration de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte. Or, la sécularisation est aussi en Moselle. Et donc, si on ne reste que sur un passé glorieux, on risque de manquer le train qui est en train de passer actuellement chez nous aussi. Donc c'est de dire, attention, ne rêvons pas d'un passé qui n'est plus, ne nous reposons pas sur nos lauriers, mais essayez de voir, parce qu'il y a un potentiel énorme, avec tout ce qui est l'existant, tout ce qu'on peut mettre en œuvre, de donner une impulsion. Entre autres, je crois qu'il nous faut, et on commence à y travailler, revoir la pastorale des adolescents, collège, lycée, où il faut bien reconnaître que l'heure d'enseignement religieux est moins suivie, parce qu'il y a des options, il y a les rythmes scolaires. Et dans les paroisses hautes, je crois qu'il y a vraiment un renouvellement de propositions à faire, on va dire de 11 ans à la fin de lycée. Je propose, Monseigneur, d'écouter Damien et Yann. Ils se préparent à partir au JMJ, là déjà depuis maintenant plusieurs mois. Ils réalisent des petites vidéos pour apprendre des rudiments de la langue polonaise, parce qu'il faut dire que les communautés polonaises sont très importantes à Metz. Et le groupe est accompagné par Sœur Dorota, qui elle aussi est d'origine polonaise. C'était important pour moi, et je pense aussi pour Damien, de faire ces petites vidéos, des cours de polonais, parce que ça pouvait inciter les jeunes à venir au JMJ, puis aussi à découvrir, je sais pas, un nouveau langage. Enfin, moi, ça me tenait vraiment à cœur de faire ça, et vu les retours qu'on a eus, c'était quand même très positif, et on est plutôt content. J'ai pas mal d'amis de mon entourage qui ont appris des mots, qui des fois maintenant m'abordent en polonais. Et apparemment, ça a plu et pas mal de jeunes se sont inscrits au JMJ par la suite. Donc c'est plutôt positif, oui. Comme Yann, c'est la première fois que je vais aller au JMJ cette année. Et j'ai regardé des vidéos, etc., de Rio, du Brésil. C'était des choses démesurées. Et j'espère pouvoir vivre la même chose en Pologne. Voilà, il est encore temps pour ceux qui veulent de suivre ces petits cours de Damien et Yann avant de partir à Cracovie. Monseigneur, justement, autour de l'évangélisation des jeunes, au fond, on se plaint souvent que les jeunes ne soient pas dans les églises, qu'ils ne répondent pas suffisamment. En même temps, que peuvent faire les chrétiens concrètement pour toucher ces jeunes ? Déjà, on dit que les jeunes ne sont pas dans les églises, à la messe du dimanche par exemple, mais pour beaucoup, ils sont quand même dans des lieux d'église. Et sans doute qu'il nous faut, la pratique religieuse, la messe dominicale, reste quand même le type du rassemblement pour les chrétiens, mais il y a eu d'autres manières d'appartenir et de vivre une vie ecclésiale. Il y a quand même, ça fait sans doute depuis 70 ans ou autre qu'à chaque réunion, on veut améliorer l'accueil, depuis le temps qu'on doit l'améliorer, il y a quand même un problème. C'est quoi le problème ? Le problème, je pense, c'est de laisser la place à chaque génération. Il y a quand même des moments quand je vais, ou que les vicaires généraux confirment, parce qu'on a encore un nombre important de confirmations, de dire aux communautés, aux chorales et tout, mais laissez aussi la place aux jeunes. Il faut qu'il y ait une forme de remise en question sans doute qu'il faut une forme de remise en question. Il y a des générations qui font très très bien. Des fois, je leur dis, mais vous avez aussi été jeune et vous avez un moment voulu prendre votre place. Aujourd'hui, il y a des jeunes. L'autre jour, je confirmais dans l'ancien bassin minier, et c'était, il y avait combien, 60 et quelques jeunes, donc 14-15 ans, qui étaient confirmés. Et c'était un orchestre
2 jeunes qui avaient été confirmés il y a 2-3 ans qui animaient. Hein, et c'était très très bien. Donc c'est comment permettre aux jeunes déjà de se dire que leur mode d'appartenance à l'Église n'est peut-être plus sur les mêmes modalités que les générations précédentes. Mais quand on voit, là, ces 2 jeunes qui se sont mis, ça me rassure, j'aurai comme ça des interprètes quand je vais aller à Cracovie et dans le diocèse d'accueil qui nous accueille, Luch, la sœur de Rota me dira mieux ça que moi. Voilà, c'est une forme de... Je vois des jeunes qui font des marches, il y a des pèlerinages. L'autre jour, il y a des jeunes, ils veulent aller à Lisieux en vélo. Bon, alors, je les ai encouragés. Donc l'autre jour, ils sont quand même venus à Metz en vélo déjà pour faire un peu d'entraînement. Voilà, c'est des nouvelles formes de vivre avec le Seigneur, de grandir dans la foi et aussi de témoigner. À propos d'évangélisation, Monseigneur, je vous propose d'écouter un retour d'expérience dans la paroisse de Queuleux. Donc là, c'est le sud-est de Metz, c'est ça ? De Metz, ça fait partie de Metz. C'est le témoignage d'Odile et de Guy qui ont lancé le parcours Alpha il y a 12 ans dans leur paroisse. Et le père Philippe Boissier revient également sur la présence de l'Église auprès des familles et des jeunes couples. Il me semble qu'aujourd'hui, la dimension spirituelle fait davantage partie intégrante de la vie. Ceux qui veulent s'ouvrir sont sollicités par cette dimension spirituelle et c'est une question qui se pose aux couples et ils vont décider d'avancer ou de ne pas s'en préoccuper, de la mettre de côté. Mais s'ils décident de l'aborder, c'est vrai que le parcours Alpha est vraiment un lieu privilégié pour le faire. C'est vrai qu'on sent nettement un manque de culture de la foi. Autrefois, on avait des bases naturelles par la famille. Ces bases-là, il y en a pour un certain nombre de personnes non négligeables, elles sont parties. Je crois que c'est une des richesses des cours alpha, ou de mettre tout simplement le nez dedans et de découvrir ce que c'est que l'Évangile, et puis de pouvoir poser quelques questions. C'est ce qui me semble important quand on parle mission, quand on parle évangélisation, c'est peut-être avant toute chose, avant de placer notre produit, de nous intéresser à ce que les gens cherchent. Quelles sont les questions de mes contemporains ? Voilà la question qui m'intéresse. Monseigneur, vous entendiez à l'instant ces témoignages. Vous lanciez dans votre première lettre pastorale en 2014 un appel aux catholiques à témoigner de la joie de l'Évangile, mais aussi à rentrer dans un état permanent de mission, comme le disait le pape François. Au fond, qu'est-ce que cela doit changer ? Quel chemin a été parcouru en 2 ans ? Quel chemin a été parcouru ? Non, je ne vais pas dire une prise de conscience, on l'avait avant, hein. Mais c'est comme les vaccins, il faut de temps en temps des rappels. Donc je pense qu'il y a de temps en temps à faire des rappels dans la vie des paroisses, des communautés, des mouvements aussi. Hein, mais on entendait le père Boissier, là, Guy Odile, ils sont assez clairs sur la situation. Ils sont clairs, hein, mais il y a des propositions de fait. Hein. Je crois quand même qu'il ne faut pas... le nombre de groupes bibliques hein, où on ouvre la parole de Dieu dans le diocèse. Les parcours alpha, l'autre jour, je suis intervenu aux rencontres des parcours alpha pour la Lorraine. Dans la Moselle, il y a un nombre important de parcours alpha de proposés. Il y a quand même une vieille institution dans le diocèse de Metz, puisque même j'ai pratiqué cela quand j'étais séminariste ou diacre dans le diocèse de Bourges, le carême à domicile, qui reste encore une proposition qui, en France, a un véritable succès. Donc, il y a un besoin mais de soutenir et aussi de partager. Parce qu'il y a un tas d'initiatives prises localement, mais on les garde pour soi. Donc c'est aussi de trouver, donc j'ai aussi réorganisé la communication dans le diocèse, hein, c'est aussi comment partager et s'enrichir les uns les autres de cela. Votre vision, Monseigneur, un mot sera peut-être même le mot de la fin, justement pour avancer dans la voie de la mission. Après cette lettre de 2014, est-ce qu'il faut en attendre une autre ? Ils savent qu'il va y en avoir une autre pour les Mosellans qui nous regardent, dans la mesure où j'ai fait cette visite des 24 archiprêtrés. Je vais donc reprendre ce qui a été partagé pour redonner des axes. Donc là, il faut attendre cette lettre pastorale, on va dire, pour la rentrée. Et votre vision, un mot peut-être ? La vision, c'est de ne pas avoir peur de proposer et d'engager des initiatives nouvelles. Il faut garder, on a besoin d'un cadre, mais il ne faut pas que le cadre soit quelque chose qui enferme, mais qui permette justement une ouverture.
sachant que l'Esprit Saint, lui, nous fera faire les ouvertures nécessaires. Le tout, c'est de disposer nos cœurs à l'accueillir. Merci beaucoup, Monseigneur Merci Laglaise. beaucoup. Bien sûr, on attend du coup votre lettre pastorale. Voilà. Pour en connaître davantage, merci d'être venu sur ce plateau. Bien sûr, pour ceux qui veulent suivre l'actualité du diocèse, n'hésitez pas à retrouver le nouveau site du diocèse dont l'adresse affiche à l'instant. Et puis, bien sûr, vous retrouvez cette émission sur les sites web de KTO, à partager, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.